Le parfum, ce n'était pas le sien. Je me dresse dans notre lit king size, les narines frémissantes comme un animal aux aguets. L'odeur flotte encore dans l'air de notre chambre. Subtile, mais indéniable. Un mélange de bergamote et de bois de santal que je ne reconnais pas. Émilie dort à côté de moi, ses cheveux auburn étalés sur l'oreiller en soie italienne que nous avions acheté lors de notre voyage de noces à Florence. 3 ans déjà. 3 années d'un mariage que tous nos amis qualifient de parfait. Parfait. Le mot résonne dans ma tête comme une gifle. Il est 6h47. Dehors, Paris s'éveille lentement dans cette brume de novembre. Depuis notre appartement du 16e arrondissement, j'observe les premières lueurs du jour filtrées à travers nos rideaux de lin blanc. Tout semble normal. Tout devrait être normal. Mais ce parfum. Je me lève sans bruit. Mes pieds nus glissent sur le parquet chauffant. Mes 42 ans me pèsent ce matin plus que d'habitude. Peut-être est-ce le stress de ma dernière campagne de marketing digital pour notre principal client dans l'assurance auto. Les retombées de notre dernière stratégie de retargeting ont été exceptionnelles. Un ROI de 340% qui a fait sensation dans tout le secteur. Pourtant, cette réussite professionnelle ne parvient pas à dissiper cette étrange inquiétude qui me tenaille. Émilie remue légèrement. Dans son sommeil, elle murmure quelque chose d'inaudible. Ses lèvres que j'ai embrassées des milliers de fois, esquissent un sourire mystérieux. À qui pense-t-elle? Reste-t-elle de moi? La douche coule déjà, quand je réalise que mes mains tremblent imperceptiblement. L'eau chaude ruisselle sur mes épaules, mais ne parvient pas à évacuer cette tension sourde qui s'installe dans mon ventre. Émilie travaille dans le marketing de l'éducation en ligne depuis 5 ans. Sa plateforme e-learning génère des revenus substantiels. Plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Elle a bâti un empire digital autour des formations en développement personnel et en leadership féminin. Je devrais être fier. Je le suis d'ailleurs. Mais hier soir, elle est rentrée plus tard que prévu de son dîner d'affaires avec Marc, le directeur artistique de leur dernière campagne publicitaire. Juste entre collègues. Avait-elle précisé, avec ce rire cristallin qui me fait craquer depuis notre première rencontre. On doit finaliser le branding pour le nouveau module de masterclass. Mais à minuit passé, quand elle a glissé dans notre lit, ses gestes étaient différents, plus lents, plus précautionneux. Et maintenant, ce parfum, qui n'est pas le sien, me nargue comme une évidence que je refuse d'accepter. Je m'habille mécaniquement. Costume gris anthracite, chemise blanche, cravate bordeaux. Mon uniforme de directeur marketing dans une agence parisienne réputée. Dans le miroir de notre dressing, je scrute mon reflet. Mes cheveux châtains commencent à grisonner aux tempes. Mais mon physique reste athlétique grâce à mes 3 séances hebdomadaires de sport. Émilie dit que j'ai encore le charme de mes 30 ans. Disait, devrais-je plutôt écrire. Le café embaume la cuisine design que nous avons fait refaire l'année dernière. Marbre de Carrare, électroménager intégré, éclairage LED parfaitement calibré. Tout respire le succès. La réussite d'un couple qui a su transformer ses investissements en un véritable portefeuille immobilier rentable. Notre crédit immobilier principal court encore sur 15 ans, mais nos liquidités nous permettraient de le solder demain si nous souhaitions. La stabilité financière n'a jamais été un problème pour nous. Le problème, c'est ce parfum qui continue de hanter mes pensées. Émilie apparaît dans l'embrasure de la porte, vêtue de sa robe de chambre en cachemire noir. Même au réveil, elle est magnifique. Ses yeux verts brillent d'une lumière particulière ce matin, plus éclatante, plus mystérieuse aussi. « Bonjour mon amour », murmure-t-elle en se dirigeant vers moi. Elle se dresse sur la pointe des pieds pour m'embrasser. Ses lèvres effleurent les miennes avec une tendresse inhabituelle, trop inhabituelle. Comme si elle cherchait à compenser quelque chose, à réparer une fêlure invisible. « Tu as bien dormi ?» je demande en scrutant son visage. « Comme un bébé. Et toi ?» Son sourire ne vacille pas, mais quelque chose dans son regard fuit le mien. Un battement de cils trop rapide, une légère crispation au coin de ses yeux. Des détails infimes que seul un mari attentif peut déceler. « Le dîner d'hier s'est bien passé ?»« Oh, très bien.
Marc a adoré nos nouvelles propositions pour la campagne. On a réussi à finaliser toute la stratégie de communication pour le lancement du trimestre prochain. Tu sais comme ces dîners d'affaires peuvent s'éterniser quand on entre dans les détails techniques. Elle parle trop vite. Ses mots se bousculent avec une fluidité trop parfaite, comme un discours répété. Émilie n'a jamais eu besoin de tant d'explications pour justifier ses retards professionnels. Et où avez-vous dîné? Au comptoir du 7e. Tu connais ce petit bistrot dont je t'ai déjà parlé? Ambiance cosy, parfait pour travailler au calme. Le comptoir du 7e. Je connais effectivement cet établissement. Intimiste, tamisé, avec ses petites tables pour deux qui donnent l'impression d'être seul au monde. Exactement le genre d'endroit où emmener sa maîtresse pour un premier rendez-vous galant. Ma tasse de café se pose sur le plan de travail avec un bruit sourd qui me fait sursauter. Mes mains tremblent de nouveau. Mais cette fois-ci, c'est la colère qui commence à sourdre dans mes veines. Marc ne devait pas apporter sa femme? La question jaillit de mes lèvres avant que j'aie pu la retenir. Émilie se fige imperceptiblement. Son sourire se crispe l'espace d'une seconde. Sa femme? Non, pourquoi? C'était un dîner de travail, pas une soirée mondaine. Je croyais que tu m'avais dit qu'elle se joindrait à vous. Non, je ne pense pas avoir dit ça. Mais si, elle l'avait dit, jeudi dernier, en préparant sa tenue pour la semaine. Marc m'a proposé qu'on dîne tous les 4 samedis soirs pour célébrer le nouveau contrat. Sa femme a hâte de te rencontrer. Je m'en souviens parfaitement parce que j'avais déjà commencé à redouter cette soirée mondaine où il faudrait faire bonne figure avec des quasi-inconnus. Le mensonge flotte entre nous comme une lame de fond. Émilie continue de sourire, mais ses yeux ont perdu leur éclat matinal. Elle se détourne pour se servir un café, et ce geste anodin me permet d'apercevoir son cou. Une petite marque rouge à la base de sa nuque, là où ses cheveux la dissimulent habituellement. Une marque qui ressemble à s'y méprendre à une trace de succion. Mon sang se glace. Émilie, ma voix est plus rauque que je ne l'aurais voulu. Elle se retourne, sa tasse à la main, l'air parfaitement détendu. Oui, tu as quelque chose sur le cou. Sa main libre vole instinctivement vers la marque. Ses doigts effleurent sa peau avec une précipitation qui trahit sa nervosité. Ah ça, je me suis cogné contre le miroir de la salle de bain hier matin. Tu sais comme je peux être maladroite quand je suis pressée? Nouveau mensonge. Émilie n'est jamais maladroite. C'est même l'une de ses qualités que j'admire le plus. Cette grâce naturelle, cette élégance dans chacun de ses gestes. Et puis cette marque n'a rien d'un hématome. Sa forme, sa couleur, son emplacement. Tout indique autre chose. Quelque chose que mon cerveau refuse encore d'accepter. Le téléphone d'Émilie vibre sur le comptoir. L'écran s'allume automatiquement, dévoilant un aperçu de notification. Marc, j'espère que tout va bien ce matin. Tu es? Elle se précipite pour retourner l'appareil, mais je l'ai vu. Ce début de message, cette familiarité dans le ton, cette inquiétude matinale qui dépasse largement le cadre professionnel. Marc te souhaite une bonne journée. Il est. Oui, il vérifie juste que j'ai bien tous les documents pour la réunion de cet après-midi avec le client assurance. Tu sais comme il est perfectionniste. Perfectionniste. Le terme résonne étrangement. Hier encore, elle le décrivait comme un peu désordonné, mais créatif. Cette soudaine admiration pour ses qualités professionnelles me semble suspecte. Je finis mon café en silence, observant Émilie du coin de l'œil. Elle consulte son téléphone avec une fréquence inhabituelle, le visage éclairé par cet éclat particulier que je ne lui connaissais que lorsqu'elle me regardait. Moi. 8h15, je dois partir pour le bureau. Ma journée s'annonce chargée. 3 présentations clients, 2 conférences téléphoniques avec nos partenaires européens et la finalisation d'une campagne pour un nouveau comparateur d'assurance auto. Normalement, cette perspective m'enthousiasme. Mon métier, c'est ma passion. Analyser les données, optimiser les taux de conversion, créer des stratégies qui transforment les prospects en clients fidèles. Tout cela me procure habituellement une satisfaction profonde. Mais ce matin, je n'arrive pas à me concentrer sur autre chose que sur ce parfum, ces mensonges, cette marque sur le cou de ma femme. À ce soir, mon cœur, dit Émilie en venant déposer un baiser sur ma joue. Ses lèvres sont chaudes. Mais le contact me fait frissonner. Pas de plaisir, d'appréhension. À quelle heure tu rentres? Vers 19h normalement. On a une dernière session de brainstorming sur la nouvelle plateforme de formation. Rien d'extraordinaire. Avec Marc?
La question m'échappe de nouveau. Émilie marque une pause imperceptible. Entre autres, oui, l'équipe complète sera là. L'équipe complète. Donc pas un tête-à-tête. J'aimerais la croire. Mais quelque chose dans son intonation sonne faux. Une note discordante que mes oreilles de Marie captent instinctivement. Je l'embrasse une dernière fois avant de partir. Ses cheveux sentent son shampoing habituel, cette fragrance florale que je connais par cœur. Mais en dessous, très subtil, ce parfum d'homme flotte encore. Bergamote et bois de santal. Dans l'ascenseur qui me mène au garage, je ferme les yeux et tente de faire le vide. Peut-être que je me trompe. Peut-être que ma paranoïa me joue des tours, que le stress professionnel me fait voir des signes là où il n'y en a pas. 3 ans de mariage, 5 ans de relation. Comment Émilie pourrait-elle me trahir ainsi? Ma BMW série 5 démarre dans un ronronnement familier. Le bord affiche 8 degrés extérieur. Paris s'anime autour de moi, mais j'ai l'impression de conduire dans un brouillard épais. Mes pensées tournent en boucle. Le dîner, les mensonges, ce parfum, cette marque, ce message. Au feu rouge de l'avenue Victor Hugo, je sors mon téléphone. Mes doigts hésitent au-dessus de l'écran, puis composent le numéro du comptoir du 7e. Une voix masculine répond à la 3e sonnerie. « Bonjour, c'est Julien Moreau. Nassam a dîné chez vous hier soir avec un collègue. Émilie Moreau, une jolie brune aux yeux verts. Elle a peut-être oublié son écharpe sur place? Ah oui, Madame Moreau. Bien sûr que je m'en souviens. Quel charmant couple. Non, elle n'a rien oublié. Ils sont partis ensemble vers 23h30. Mais je peux vérifier si vous voulez. Quel charmant couple. Les mots résonnent dans ma tête comme une condamnation à mort. Le restaurateur les a pris pour un couple. Pas pour 2 collègues en réunion de travail. Un couple. Non, ce ne sera pas nécessaire. Merci. Je raccroche, les mains moites. Le feu passe au vert. Mais je reste immobile, insensible au klaxon qui commence à retentir derrière moi. La vérité vient de me frapper, de plein fouet, avec la violence d'un accident de voiture. Émilie me trompe. Ma femme, la femme que j'aime plus que tout au monde, celle pour qui j'ai investi dans ce mariage comme dans le plus prometteur de mes portefeuilles financiers, me trompe avec Marc. La rage monte en moi par vagues successives. Une colère sourde, profonde, qui me dévore de l'intérieur. Pas seulement à cause de la trahison, même si celle-ci me transperce le cœur comme une lame chauffée à blanc, mais à cause du mensonge. De ces mensonges répétés, calculés, servis avec le sourire et assaisonnés de baisers tendres. Un concert d'avertisseurs me ramène brutalement à la réalité. Je redémarre, les mâchoires serrées. Dans le rétroviseur, mon reflet me renvoie une image que je ne reconnais pas. Celle d'un homme trahi, humilié, mais pas encore vaincu, car une idée commence à germer dans mon esprit. Une idée froide, méthodique, qui prend forme au rythme de mes battements cardiaques. Si Émilie croit pouvoir jouer avec moi, si elle pense que je vais accepter cette situation en bon mari naïf et soumis, elle se trompe lourdement. J'ai bâti ma carrière sur l'analyse, la stratégie, la patience. J'ai appris à décortiquer les comportements humains, à anticiper les réactions, à élaborer des campagnes qui touchent au cœur des désirs et des faiblesses de mes cibles. Ces compétences, je vais maintenant les retourner contre elle. Marc croit sans doute avoir gagné. Il se réjouit probablement de cette conquête, de cette femme mariée qui s'abandonne entre ses bras. Mais lui aussi va découvrir ce que coûte de s'attaquer à ce qui m'appartient. Car Émilie m'appartient. Pas au sens possessif et machiste du terme, mais parce que nous nous sommes choisis, engagés, construits ensemble. Notre mariage n'est pas qu'un contrat, c'est un investissement mutuel dans lequel j'ai mis toute ma confiance, tout mon amour, toutes mes espérances d'avenir. Et personne, absolument personne, ne vient détruire mes investissements sans en payer le prix. Le parking de mon bureau m'accueille dans sa fraîcheur habituelle. Je coupe le moteur et reste quelques instants immobile, les mains crispées sur le volant. Il faut que je reprenne contenance, que je retrouve mon masque professionnel. Mes collaborateurs ne doivent rien soupçonner, mes clients non plus. Mais pendant ce temps, une partie de mon cerveau continue de planifier. D'analyser, de préparer ma riposte. Car il y aura une riposte. Froide, implacable et parfaitement orchestrée. En sortant de la voiture, je jette un dernier coup d'œil à mon téléphone. Pas de nouveaux messages d'Émilie. Pas de bonne journée mon amour, ou de j'ai hâte de te retrouver ce soir. Ces petites attentions quotidiennes qui tissent la trame d'un couple heureux ont disparu, remplacées par quoi? Par la culpabilité? Par l'impatience de retrouver son amant? L'ascenseur me hisse vers mon bureau du 12e étage. Dans la glace,
mon reflet a retrouvé son apparence habituelle, celle du directeur marketing respectable, performant, maître de ses émotions. Personne ne pourra deviner la tempête qui fait rage en moi. Mais cette tempête, je vais la canaliser, la transformer en énergie pure, en détermination absolue. Car j'ai maintenant un nouvel objectif, plus important que tous mes contrats. Meilleur objectif, avec le véritable amour. Autant de bien faire de déconner de ce mariage d'Asuetetsu. Pourquoi mon nom important veut marketing? Pour bien faire d'abord, je dois être c'est, devrait être froid. Et mettre comme lui c'est, prout une génie. Mes paramètres, il faut pas accepter cette idée en même temps. Je décide de m'en approcher. De m'en approcher après le retour de mon esprit. Plus urgent que toutes mes campagnes publicitaires. Je vais détruire Marc et reconquérir ma femme. Ou la perdre définitivement, mais selon mes conditions. La guerre vient de commencer. 3 jours. 3 jours que je vis dans ce mensonge quotidien. Souriant à ma femme le matin, l'embrassant avant de partir au bureau, feignant l'innocence conjugale pendant qu'elle me poignarde dans le dos avec une régularité d'horloge suisse. 3 jours à observer, analyser, décortiquer chacun de ses gestes comme s'il s'agissait d'une campagne marketing adverse à neutraliser. Et les preuves s'accumulent. Ce matin, mercredi, Émilie prend sa douche en chantonnant. Une mélodie que je ne reconnais pas, fredonnée avec cette légèreté particulière des femmes amoureuses. Sauf qu'elle ne chanterait pas ainsi si c'était de moi qu'elle était amoureuse. Quand elle est heureuse avec moi, son bonheur s'exprime différemment. Des caresses spontanées, des baisers volés, ces petits mots doux glissés à l'oreille qui me font fondre depuis notre première rencontre. Là, c'est autre chose. Une joie secrète, intime, qu'elle cultive loin de mon regard. Je consulte mes emails et sirotant mon café. Ma boîte professionnelle déborde. 15 nouveaux prospects pour notre offre d'accompagnement en marketing digital, 3 demandes de devis pour des campagnes d'assurance auto. Et la confirmation que notre dernière stratégie de retargeting a généré 127% d'augmentation du taux de conversion pour notre client dans le crédit immobilier. Des chiffres qui devraient m'enthousiasmer, mais qui me laissent étrangement indifférent. Mon véritable travail, désormais, c'est de percer à jour les mensonges de ma femme. « Tu as prévu quoi aujourd'hui ?» je demande quand elle réapparaît dans la cuisine. Vêtue de cette robe noire près du corps qui épouse parfaitement ses courbes, elle est magnifique. Plus belle encore que d'habitude, comme si cette liaison secrète lui donnait un éclat particulier. Cette constatation me vrille l'estomac d'une jalousie acide. Réunion avec l'équipe créative ce matin, puis shooting photo pour la nouvelle campagne de notre plateforme e-learning cet après-midi. Et toi? Présentation client, le gros contrat dans l'éducation en ligne dont je t'ai parlé. Elle acquiesce distraitement, déjà ailleurs. Ses doigts tapotent nerveusement sur son téléphone. Depuis lundi, elle consulte ses messages avec une fréquence obsessionnelle. Toutes les 5 minutes, parfois moins. Et à chaque notification, ce petit sourire secret qui illumine son visage. Le shooting, c'est avec Marc? La question semble anodine, posée sur le ton de la conversation conjugale ordinaire. Mais j'observe sa réaction avec l'attention d'un scientifique scrutant son cobaye. Marc? Non, il ne s'occupe pas de la partie photo. C'est Sandrine qui gère ça. Mensonge numéro 1 de la journée. Hier, en me penchant par hasard sur son agenda ouvert, j'ai clairement lu « Shooting, Marc, 14h-18h ». L'écriture violette de son stylo préféré ne laissait aucune ambiguïté. D'ailleurs, continue-t-elle en se dirigeant vers le miroir de l'entrée pour vérifier son maquillage. Je risque de rentrer un peu plus tard ce soir. Tu sais comment ça se passe avec les photographes. On n'a jamais fini à l'heure prévue. Mensonge numéro 2. Je hoche la tête avec ce sourire compréhensif du mari parfait. Mais intérieurement, ma colère se cristallise en une détermination glaciale. Chaque mensonge qu'elle me sert renforce ma résolution. Elle veut jouer? Parfait. Mais elle va découvrir que dans ce jeu-là, j'ai quelques longueurs d'avance. Car hier soir, pendant qu'elle travaillait tard sur la nouvelle masterclass, j'ai pris mes propres dispositions. Un détective privé, Jean-Claude Morin, recommandé par un client du secteur de l'assurance. 30 ans d'expérience, spécialisé dans les affaires conjugales. Sa réputation n'est plus à faire dans les cercles discrets de la bourgeoisie parisienne. Monsieur Moreau, m'avait-il dit lors de notre entretien dans un café discret du 14e.
Dans 90% des cas, mes clients ont raison de s'inquiéter. Leur instinct ne les trompe pas. Les 10% restants découvrent des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. J'appartiens visiblement à la majorité. Émilie m'embrasse avant de partir. Ses lèvres s'attardent sur les miennes, une fraction de seconde de trop. Comme si elle cherchait à graver ce baiser, à s'en imprégner avant de courir vers d'autres lèvres. Cette tendresse coupable me dégoûte plus encore que la trahison elle-même. Bonne journée, mon amour. Toi aussi, ma chérie. Les mots sortent naturellement, par automatisme conjugal. Mais ils ont un goût de cendre dans ma bouche. 9h30. Mon bureau m'accueille dans son silence feutré. Vue imprenable sur les toits parisiens. Mobilier design, cette atmosphère de réussite professionnelle qui m'a toujours rassuré. Mais ce matin, même cet environnement familier me semble étranger. Comme si la trahison d'Émilie avait altéré ma perception du monde entier. Premier appel de la journée, Morin. Monsieur Moreau, j'ai commencé la surveillance hier après-midi. Votre épouse a effectivement participé à un shooting photo, mais pas dans les locaux de son entreprise comme elle vous l'avait indiqué. L'adresse était un loft privé dans le Marais. Elle y est arrivée à 14h15. Accompagnée d'un homme brun d'une trentaine d'années. Marc, combien de temps sont-ils restés? Jusqu'à 18h45. Ensuite, ils se sont rendus dans un bar à vin rue de Bretagne. Comportement très familier. Main dans la main, baisers sur la joue, regards appuyés. Aucun doute sur la nature de leur relation. Ma main se crispe sur le combiné. Entendre ces détails, formulés avec le détachement professionnel du détective, me fait l'effet d'autant de coups de poignard. Mais j'ai besoin de ces preuves. Pour ma propre sanité mentale, d'abord. Pour la suite des événements, ensuite. Vous avez des photos? Bien sûr. Je vous envoie ça par email sécurisé dans l'heure. Vous voulez que je continue la filature aujourd'hui? Oui, je veux tout savoir. Leurs habitudes, leur lieu de rendez-vous, la fréquence de leurs rencontres. Tout. Entendu. Une dernière chose, monsieur Moreau, ils avaient l'air, comment dire, très à l'aise ensemble. Cette relation ne date pas d'hier. Cette relation ne date pas d'hier. Les mots tournent dans ma tête comme un disque rayé. Combien de temps? Depuis quand Émilie me ment-elle avec cette aisance consommée? Depuis quand partage-t-elle avec un autre ce qui n'appartenait qu'à nous? Je raccroche et reste prostré quelques minutes, fixant le vide par la baie vitrée. Paris continue de vivre, indifférente à mon effondrement personnel. Les voitures circulent, les piétons pressés traversent les avenues, la vie suit son cours normal, pendant que la mienne bascule dans l'abîme. Mon ordinateur émet sa notification habituelle. Email entrant. Les photos. Je les ouvre une à une, avec cette fascination morbide qu'on éprouve face à un accident de la route. Émilie et Marc sortant du loft, main dans la main. Émilie riant aux éclats face à une plaisanterie qui lui glisse à l'oreille. Marc caressant sa joue d'un geste possessif. Et cette dernière photo, prise en terrasse du bar, Émilie assise sur les genoux de Marc, ses bras autour de son cou, l'embrassant avec une passion que je ne lui ai plus vue depuis des mois. Cette passion qu'elle me refusait ces derniers temps, sous prétexte de fatigue professionnelle, de stress lié au lancement de sa nouvelle formation en ligne. Laisse-moi souffler un peu, mon chéri. Tu sais comme ces périodes de développement commercial m'épuisent. Elle mentait. Elle économisait ses forces, ses élans, ses désirs pour lui. Je ferme l'ordinateur d'un coup sec. Si je continue à regarder ces images, je vais exploser. Soit hurler comme un damné, soit me précipiter dans ce loft du Marais pour étrangler Marc de mes propres mains. Aucune de ces options ne servirait mes intérêts à long terme. Car j'ai un plan, encore flou, mais qui se précise d'heure en heure. Marc Delacroix, 34 ans, directeur artistique freelance, spécialisé dans la communication digitale. Divorcé depuis 2 ans. Une fille de 8 ans qui voit un week-end sur 2. Adresse personnelle dans le 11e arrondissement. Revenus fluctuants selon les contrats. Situation financière instable, typique des créatifs indépendants. J'ai épluché son profil LinkedIn hier soir, pendant qu'Émilie se douchait. Ses dernières collaborations, ses références clients, son réseau professionnel. Tout y est. L'homme qui détruit mon mariage a laissé sa vie en libre accès sur Internet. Avec la naïveté des gens qui n'imaginent pas qu'on puisse un jour se retourner contre eux. Erreur fatale. Parce que Marc ne sait pas encore qu'il vient de s'attaquer au mauvais homme. Il croit sans doute avoir affaire au mari typique. Un bourgeois parisien, trop occupé par sa carrière pour surveiller sa femme. Trop confiant pour soupçonner la trahison. Trop faible pour réagir quand la vérité éclaterait. Il se trompe sur toute la ligne.
J'ai passé 15 ans à construire ma position dans l'industrie du marketing digital. 15 ans à apprendre comment on manipule les désirs, comment on influence les comportements, comment on détruit la réputation d'un concurrent ou comment on sabote une campagne adverse. Ces compétences, acquises dans le monde impitoyable de la publicité, vont maintenant servir mes intérêts personnels. Marc veut ma femme, il va la voir. Mais elle lui coûtera plus cher qu'il ne l'imagine. 11h45. Ma secrétaire m'annonce que le client du crédit immobilier souhaite reprogrammer notre rendez-vous. Parfait. Cela me libère 2 heures que je vais utiliser à bon escient. Direction, le 11e arrondissement. L'immeuble de Marc se dresse rue Oberkampf, dans l'un de ces quartiers bobos qui ont fleuri ces dernières années. Architecture haussmannienne rénovée, commerce branché au rez-de-chaussée, loyer astronomique pour des surfaces ridicules. Exactement le genre d'endroit où vivent les créatifs qui se prennent pour des artistes incompris. Je me gare en face et observe. L'habitude professionnelle du marketing terrain, avant de lancer une campagne, il faut connaître son environnement, comprendre sa cible, identifier ses points faibles. 13h20. Marc sort de l'immeuble. Grand, mince, cette démarche décontractée des hommes qui se croient irrésistibles. Jean noir, veste en cuir vieilli, ces accessoires étudiés qui se veulent spontanés. Le parfait cliché du directeur artistique parisien. Il hésite quelques secondes, consulte son téléphone, puis se dirige vers le métro. Probablement pour retrouver ma femme à ce shooting photo bidon qu'ils ont organisé comme paravent à leurs ébats. Je sors de la voiture et me dirige vers la loge de la gardienne. Femme d'une 60aine d'années, regard blasé de celle qui a tout vu, tout entendu dans cet immeuble. Elle lève à peine les yeux de son magazine People quand je pousse la porte vitrée. « Bonjour madame. Je représente une agence de recouvrement. Monsieur Delacroix du 4e étage a des impayés importants. Vous pourriez me dire s'il reçoit beaucoup de courriers recommandés ces temps-ci ?» Son regard s'anime soudain. Les ragots, c'est sa spécialité. « Marc, oh là là, ça ne m'étonnerait pas. Toujours en retard pour les charges, celui-là. Et depuis qu'il a divorcé, c'est encore pire. Sa ex-femme lui réclame la pension alimentaire tous les mois. J'entends les disputes par téléphone. Sans compter qu'il multiplie les coquettes. Encore une hier après-midi. Une jolie brune. Ils font un de ces raffus. Les voisins commencent à se plaindre. Une jolie brune, Émilie. Elle vient souvent, cette dame ? 2 fois par semaine au moins. Depuis 1 mois. Toujours en début d'après-midi. Elle reste jamais très longtemps, mais quand elle est là, la gardienne fait une moue explicite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Depuis 1 mois. Cette liaison dure depuis 1 mois minimum. 1 mois que ma femme me ment, me trompe, me trahit avec la régularité d'un business plan bien orchestré. Je glisse un billet de 50 € dans la main de la concierge. Si vous voyez des huissiers ou des agents de recouvrement rôder dans le secteur, vous pourriez me prévenir. Voici ma carte. Nous devons coordonner nos actions pour maximiser nos chances de récupérer les fonds. Elle empoche l'argent avec un sourire complice. Désormais, j'ai un informateur dans la place. Chaque mouvement de Marc me sera rapporté. Chaque visite d'Émilie documentée. La première pièce de mon puzzle se met en place. De retour au bureau, je me plonge dans mes dossiers pour tenter d'oublier. Campagne publicitaire pour un nouveau comparateur d'assurance auto, optimisation des taux de conversion pour un client dans l'éducation en ligne. Analyse des performances ROI de notre dernière opération de retargeting. Le travail a toujours été mon refuge quand la vie personnelle devenait trop complexe. Mais aujourd'hui, même les chiffres les plus encourageants ne parviennent pas à dissiper cette rage sourde qui me dévore. 16h30, nouveau coup de fil de Morin. Ils sont dans le loft du Marais depuis 14h. Même adresse qu'hier. Je les surveille depuis la rue, mais... Mais quoi ? Ils ne ressemblent pas à des gens qui travaillent, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai installé un micro directionnel et les bruits qu'on entend. Il n'a pas besoin de finir sa phrase. J'imagine très bien quel bruit Émilie et Marc produisent en ce moment même. Ses gémissements, ses souffles entrecoupés, ces mots tendres qu'elle lui murmure pendant qu'elle me poignarde dans le dos. Continuez la surveillance, et dès qu'il bouge, prévenez-moi. Entendu. Ah, une chose. J'ai fait quelques recherches sur ce Marc Delacroix. Il a des dettes importantes. Son ex-épouse lui réclame 6 mois de pension alimentaire impayée
et il doit 3 termes de loyer à son propriétaire. Un homme dans sa situation pourrait être vulnérable à certaines pressions. Vulnérable. Le mot résonne dans mon esprit comme une révélation. Marc n'est pas seulement l'amant de ma femme, c'est aussi un homme en difficulté financière. Un homme qui a besoin d'argent pour maintenir son train de vie, payer ses dettes, conserver l'estime de ses conquêtes. Un homme manipulable. L'idée qui germait depuis ce matin prend soudain une forme plus précise. Je ne vais pas me contenter de récupérer ma femme ou de la perdre dignement. Je vais détruire Marc Delacroix, méthodiquement, implacablement, et utiliser cette destruction pour ramener Émilie dans le droit chemin. Si elle veut un homme capable de la faire vibrer, elle va découvrir de quoi je suis réellement capable quand on s'attaque à ce qui m'appartient. 18h15, Émilie m'envoie un SMS. Shooting qui s'éternise, rentre vers 20h. Bisous. 18h17, Morin m'appelle. Ils viennent de sortir du loft. Direction un restaurant japonais rue de Rivoli. Ils ont l'air très complices. Très complices. Pendant que ma femme me fait croire qu'elle travaille, elle dîne en amoureux avec son complice. Cette hypocrisie me dégoûte plus que la trahison elle-même. Je rentre chez nous, vers 19h30. L'appartement me semble différent, comme empoisonné par la présence invisible de Marc. Ses mains ont-elles touché ces meubles que nous avons choisis ensemble? Sa bouche a-t-elle embrassé ma femme sur ce canapé où nous regardions nos séries préférées? Son corps a-t-il possédé Émilie dans notre lit conjugal? Cette dernière pensée me donne envie de vomir. Je me sers un whisky. Puis un second. L'alcool ne dissipe pas ma colère, mais lui donne une consistance plus froide, plus calculatrice. C'est exactement ce dont j'ai besoin. 20h05. Émilie pousse la porte d'entrée, un sourire radieux aux lèvres. « Bonsoir mon amour. Désolé pour ce retard, mais le shooting s'est super bien passé. On a des images magnifiques pour la campagne. » Elle s'approche pour m'embrasser. Je sens sur elle ce parfum étranger, plus fort que les autres jours. Bergamote et bois de santal. L'odeur de Marc imprègne ma femme comme une marque de possession. Comment s'est passée ta journée? Excellente. J'ai signé le contrat avec ce nouveau client dans l'éducation en ligne. Ça va représenter 300 000 € de chiffre d'affaires sur les 6 prochains mois. C'est fantastique. Son enthousiasme sonne faux. Elle se réjouit machinalement de mes succès professionnels, mais ses pensées sont ailleurs. Avec lui. Nous dînons face à face dans un silence tendu. Émilie consulte son téléphone entre chaque plat, prétextant vérifier les retours sur le shooting. Mais je vois ses sourires secrets, ses petits ricanements complices. Marc lui envoie probablement des messages coquins, des photos de leur après-midi, des promesses pour leur prochaine rencontre. Tu sembles préoccupé, je remarque. Moi? Non, pas du tout. Juste fatigué par cette journée intense. Mensonge. Elle rayonne d'une énergie particulière, celle des femmes comblées. Comblées par un autre. 22h30. Émilie annonce qu'elle va se coucher. Cette semaine m'épuise. J'ai besoin de récupérer. Elle disparaît dans la salle de bain. J'entends couler la douche et je sais qu'elle efface les traces de Marc sur sa peau. L'odeur, la sueur, les caresses. Tout doit disparaître avant qu'elle ne se glisse dans notre lit conjugal. L'hypocrisie de cette situation me révolte. Quand elle ressort, vêtue de sa chemise de nuit en soie ivoire, elle est redevenue ma femme. Propre, parfumée de sa fragrance habituelle, prête à jouer la comédie de l'épouse aimante. Tu viens me coucher? Dans 5 minutes. Je finis juste de consulter mes emails. Elle me sourit et se dirige vers la chambre. Depuis le couloir, j'entends le froissement des draps, le craquement du sommier. Dans quelques instants, elle va sombrer dans un sommeil paisible, bercée par les souvenirs de sa journée avec Marc. Moi, je vais passer une nuit blanche à planifier sa chute, car j'ai pris ma décision. Marc Delacroix va payer. Cher, très cher, et Émilie va découvrir ce que coûte de sous-estimer l'homme qu'elle a épousé. Une semaine que je vis cette double vie avec une précision d'horloger. Le jour, je joue le mari parfait, attentionné, confiant, aveuglément amoureux. La nuit, je deviens un stratège impitoyable, tissant ma toile autour de Marc et d'Émilie avec la patience d'une araignée. Et les résultats commencent à porter leurs fruits. Ce vendredi matin, pendant qu'Émilie se prépare en fredonnant cette même mélodie qui me hérisse désormais les nerfs, je reçois un appel de Morin. Sa voix trahit une satisfaction professionnelle évidente. « Monsieur Moreau, j'ai du nouveau. Marc Delacroix vient de recevoir une mise en demeure de son propriétaire. Expulsion prévue dans 15 jours s'il ne régularise pas sa situation.
Combien doit-il? 4 200 € de loyer impayé, plus les frais de procédure, sans compter les 2 800 € qu'il doit à son ex-femme pour la pension alimentaire. 7 000 €, une somme dérisoire pour quelqu'un comme moi, mais qui représente l'abîme pour un freelance endetté. Marc se noie financièrement, et il ne le sait pas encore, mais je tiens la corde qui va l'entraîner vers le fond. Autre chose, Monsieur Moreau. Hier, ils se sont retrouvés dans un nouvel endroit, un petit hôtel discret rue de la Roquette. Ils y sont restés 2 heures, de 15 heures à 17 heures. Un hôtel. Ils ne se cachent même plus derrière le paravent professionnel. La relation a franchi un cap, gagné en intensité. Émilie assume désormais pleinement sa double vie. Cette évolution me surprend et m'inquiète à la fois. Une aventure passagère, née de l'ennui conjugal ou de l'excitation de l'interdit, j'aurais pu la comprendre, la digérer, peut-être même la pardonner. Mais cette liaison qui s'installe, qui s'organise, qui prend ses aises, c'est une déclaration de guerre. Continuez la surveillance et commencez à documenter leurs habitudes précises. Heure, lieu, fréquence. J'aurai bientôt besoin de ces informations. Dans la cuisine, Émilie termine son petit déjeuner en consultant son téléphone. Encore et toujours. Ses doigts dansent sur l'écran avec cette vivacité fébrile que je ne lui connais que depuis l'apparition de Marc dans sa vie. Journée chargée aujourd'hui? Je demande en me servant un café. Plutôt, oui. Réunion stratégique ce matin avec l'équipe, puis finalisation de la nouvelle masterclass cet après-midi. On lance la campagne de préinscription lundi. Avec Marc, sa main se crispe imperceptiblement sur sa tasse. Depuis une semaine, je multiplie ces petits pics, ces allusions apparemment innocentes qui la mettent mal à l'aise. Une technique de déstabilisation que j'ai apprise dans le marketing. Créer une tension subliminale chez la cible pour l'amener à révéler ses failles. Marc fait partie de l'équipe créative, donc oui, il sera présent. Il a l'air très impliqué dans tes projets ces derniers temps. C'est normal, c'est son travail. Bien sûr, je laisse flotter un silence lourd de sous-entendus. Émilie évite mon regard, se lève brusquement, prétexte être en retard. Mais avant de partir, elle vient m'embrasser avec une tendresse exagérée, comme si elle cherchait à compenser sa culpabilité par un surplus d'affection conjugale. « Je t'aime », murmure-t-elle contre mes lèvres. Ces 3 mots me transpercent comme autant de lames. Les prononce-t-elle par habitude, par culpabilité, ou pour mieux se convaincre qu'elle peut encore concilier sa trahison avec son amour pour moi? Moi aussi, je t'aime. Ma réponse sonne faux, même à mes propres oreilles. Parce que l'amour, le vrai, celui que j'éprouvais pour elle il y a encore 2 semaines, se transforme jour après jour en autre chose. Quelque chose de plus sombre, de plus possessif, de plus dangereux. Une obsession. 9h30, premier appel de la matinée. Sophie Mercier, directrice financière d'une grande compagnie d'assurance auto. Nous travaillons ensemble depuis 3 ans et au-delà de nos relations professionnelles, nous entretenons cette complicité particulière des gens qui se comprennent à demi-mot. Julia, j'ai une demande un peu particulière. Tu connais quelqu'un dans la communication digitale? Un freelance, Marc Delacroix. Il nous a envoyé une proposition pour refondre notre campagne de retargeting. Marc, mon sang se glace. Il prospecte chez mes clients. Il veut s'immiscer dans mon univers professionnel, piétiner mon territoire, voler mes contrats comme il a volé ma femme. Marc Delacroix, oui, je vois qui c'est. Pourquoi cette question? Sa proposition est intéressante, mais avant de nous engager, j'aimerais avoir ton avis. Tu as déjà collaboré avec lui? Une opportunité en or vient de s'offrir à moi. Sophie me fait confiance, respecte mon expertise. Un mot de ma part. Et le contrat de Marc s'évapore. Écoute Sophie, je ne voudrais pas dire du mal d'un confrère, mais j'ai entendu quelques échos inquiétants sur sa fiabilité. Des retards de livraison, des clients mécontents. À ta place, je serais prudente. Ah bon? Tu as des exemples précis? Rien d'officiel, tu comprends. Juste des rumeurs qui circulent dans le milieu. Mais quand il s'agit de l'image de votre compagnie, je vois. Merci pour le tuyau. On va réexaminer sa candidature. Raccroché. Premier coup porté. Dans 2 jours maximum, Marc recevra un email poli mais ferme. Nous avons finalement décidé d'orienter notre communication dans une autre direction. Pas d'explication, pas de justification. Juste une porte qui se ferme, un revenu qui s'évapore. Et ce n'est que le début.
car j'ai passé les 3 dernières nuits à éplucher le réseau professionnel de Marc, à identifier ses prospects, à répertorier ses références. Un travail de fourmi qui commence à porter ses fruits. 4 entreprises dans lesquelles j'ai des contacts directs. 2 autres où mes clients actuels pourraient m'introduire. Une campagne de sabotage minutieusement orchestrée. Marc va découvrir ce que signifie s'attaquer au territoire de chasse du mauvais prédateur. 11h45, deuxième phase de mon plan. Je me rends chez notre banquier, Alain Dubois, directeur d'agence BNP Avenue Hoche. Nous connaissons depuis l'achat de notre appartement et nos portefeuilles d'investissement génèrent suffisamment de commissions pour que je bénéficie de ces attentions particulières. Julien, quel plaisir de vous voir. Comment vont les affaires? Excellemment bien, Alain. D'ailleurs, c'est un peu pour cela que je viens vous voir. Émilie et moi réfléchissons à diversifier nos investissements. Nous avons des liquidités importantes qui dorment sur nos comptes. Parfait. Quelles sont vos orientations? L'immobilier locatif principalement. Nous visons des biens à fort rendement dans Paris intramuros. Nous discutons placement, taux, optimisation fiscale pendant une demi-heure. Puis, mine de rien, j'oriente la conversation vers le véritable objet de ma visite. Au fait, Alain, vous pourriez me renseigner sur la solvabilité d'un partenaire commercial potentiel? Marc Delacroix, travailleur indépendant dans la communication. Bien sûr, vous avez son numéro de sirette? Je lui transmets les informations glanées sur LinkedIn. Dubois quiote sur son terminal pendant quelques minutes, sourcils froncés. Fichier Banque de France négatif. Plusieurs incidents de paiement ces 6 derniers mois. Découverts autorisés dépassés de manière chronique. Franchement, Julien, c'est pas le genre de profil avec lequel je recommanderais de traiter. Si mal que ça? Disons qu'il navigue en eau trouble. Le genre de personne qui pourrait avoir des difficultés à honorer ses engagements. À éviter, si vous voulez mon conseil. Perfect. Cette information va m'être très utile pour la suite de mes opérations. Mais Dubois n'a pas fini. Curieusement, sa situation s'est encore dégradée cette semaine. Sa banque principale lui a suspendu ses moyens de paiement mardi dernier. Carte bloquée, chéquier confisqué. Il ne doit plus survivre qu'avec du liquide. Carte bloquée. Marc vit désormais en mode panique financière, incapable de régler ses factures, ses restaurants, ses hôtels discrets avec ma femme. Cette précarité nouvelle va forcément créer des tensions dans sa relation avec Émilie. Une femme habituée au confort de la bourgeoisie parisienne supporte mal les amants fauchés. De retour au bureau, je me plonge dans mes dossiers en cours, mais une partie de mon cerveau continue de planifier, d'anticiper, de tisser ma toile. Marc commence à suffoquer financièrement. Émilie va bientôt découvrir les charmes limités d'un amant endetté. Le moment sera bientôt venu de passer à la phase suivante. 14h30. Morin m'appelle, survolté. Monsieur Moreau, vous devez entendre ça. Ils sont dans le loft du Marais et j'ai capté leur conversation grâce au micro directionnel. Il me fait passer un enregistrement audio d'une qualité remarquable. La voix d'Émilie, d'abord, tendre et câline. Mon chéri, tu sembles préoccupé depuis quelques jours. Quelque chose ne va pas? Puis celle de Marc, tendue, anxieuse. C'est professionnel. Plusieurs contrats qui traînent, des clients qui repoussent leurs décisions. Tu sais comme ce métier peut être aléatoire. Tu as des problèmes d'argent? Un silence. Puis, rien de grave, juste une passe difficile. Ça arrive à tous les indépendants. Si tu as besoin d'aide? Non. Enfin, non, ça va aller. Je ne veux pas mélanger notre histoire avec ces questions matérielles. Notre histoire. Émilie parle d'une histoire avec Marc. Plus une aventure. Plus un caprice passager. Une vraie relation qu'elle envisage sur le long terme. Cette révélation me frappe comme un uppercut. Ma femme ne vit pas une simple liaison extra-conjugale. Elle construit un avenir parallèle avec cet homme. Il y a une suite? Continue Morin. La voix d'Émilie, plus douce. Marc, il faut qu'on parle sérieusement. De nous, de ce qu'on vit. Je sais, moi aussi j'y pense de plus en plus. Je ne peux plus continuer comme ça indéfiniment. Mentir à Julien tous les jours. Vivre cette double vie. C'est épuisant. Tu veux qu'on arrête? Non. Non, c'est pas ça. Mais il va falloir qu'on prenne une décision. Qu'on choisisse. Qu'on choisisse. Émilie envisage de me quitter. De sacrifier notre mariage, nos projets, notre vie commune pour ce freelance endetté qui n'arrive même plus à payer son loyer. La rage qui monte en moi dépasse tout ce que j'ai ressenti jusqu'à présent.
Une fureur animale, primitive, qui m'oblige à serrer les poings pour ne pas fracasser mon bureau d'un coup de poing. La conversation continue, monsieur Moreau. Marc hésitant. Tu es prête à quitter ton mari? Je ne sais pas. C'est compliqué. Julien est quelqu'un de bien. On a construit quelque chose ensemble. Mais avec toi c'est différent. Plus intense, plus vivant. Plus vivant. Ma femme trouve sa relation avec Marc plus vivante que notre mariage. Ces mots me lacèrent plus cruellement que n'importe quel gifle. Et financièrement? Ton niveau de vie? L'argent n'est pas tout, Marc, si on s'aime vraiment. Bien sûr, mais quand même, passer de ton appartement du 16e à ma chambre de bonne du 11e. On trouvera des solutions. J'ai mes revenus, mes économies. On peut s'en sortir. Ces économies. Émilie envisage de financer leur nouvelle vie avec l'argent de notre couple, avec le fruit de mes investissements, de mes contrats, de mes années de labeur. L'enregistrement s'arrête là. Morin reprend la parole. Ils ont encore tassé 1 heure ensemble, puis elle est repartie. Mais leur discussion était très intime. Cette relation devient sérieuse, monsieur Moreau. Sérieuse. Le mot résonne dans ma tête comme une sentence de mort. Émilie ne trompe pas seulement son mari. Elle se prépare à le quitter. Mais elle ignore encore qu'elle vient de commettre une erreur fatale. En révélant ses intentions à Marc, en évoquant ses économies et ses solutions financières, elle m'a donné l'arme absolue pour la détruire. Car nos biens sont en régime de communauté universelle. Nos comptes joints, nos placements communs, notre portefeuille immobilier, tout m'appartient autant qu'à elle. Et j'ai les moyens légaux de bloquer ses accès, de verrouiller ses liquidités, de transformer sa fuite amoureuse en cauchemar financier. Émilie croit pouvoir m'abandonner et emporter sa part du magot pour reconstruire sa vie avec Marc. Elle va découvrir que les divorces, surtout quand ils impliquent des patrimoines importants et des torts partagés, peuvent devenir des guerres d'usure impitoyables. 16 heures. Je prends rendez-vous avec maître Patricia Valmont, avocate spécialisée dans les affaires matrimoniales. Sa réputation dans les divorces conflictuels de la haute bourgeoisie parisienne, mais plus à faire. Si Émilie veut jouer, nous jouerons selon les règles du droit français. Et dans ce domaine-là, j'ai quelques longueurs d'avance. 17h30. Émilie m'envoie un SMS. Fin de journée chargée, rentre un peu plus tard. On se retrouve à la maison vers 20h. Exactement l'horaire que Morin m'a communiqué pour sa sortie du loft avec Marc. Elle ne me ment même plus avec subtilité. Cette relation l'a rendue négligente, imprudente. Tant mieux. Les erreurs de mes adversaires ont toujours fait ma force. Je rentre chez nous vers 19h et m'installe dans mon bureau personnel. Ordinateur allumé, dossier étalé, je commence le travail minutieux qui va sceller le sort de Marc Delacroix. Ses clients, ses prospects, ses références. Tout va y passer. Premier email envoyé à Thomas Legrand, PDG d'une start-up dans l'éducation en ligne, qui figure parmi les références LinkedIn de Narc. Thomas, j'espère que tout va bien. Je me permets de te contacter au sujet de Marc Delacroix, qui nous a approchés pour une collaboration. Peux-tu me dire comment s'est passé votre travail ensemble? Fiabilité, respect des délais, qualité des livrables? Merci d'avance pour ton retour. Réponse dans l'heure. Salut Julien. Alors Marc, comment dire? Créativement, il est bon. Mais niveau organisation, c'est une catastrophe. Livraison en retard, communication chaotique, et surtout, il nous a lâchés en pleine campagne pour partir en vacances sans prévenir. On a dû reprendre le projet en urgence avec une autre agence. Pourquoi cette question? Perfect. Je forward aussitôt cette réponse à Sophie Mercier avec un petit mot. Tu vois, mes inquiétudes étaient fondées. Deuxième email à Claire Dubois, directrice marketing d'un comparateur d'assurance auto. Claire, petite question confidentielle. As-tu déjà travaillé avec Marc Delacroix? J'évalue sa candidature pour un projet sensible. Sa réponse arrive 20 minutes plus tard. Marc, évite. Nous avons eu de très mauvaises expériences. Retard chronique, factures gonflées et un comportement limite inapproprié avec une de mes collègues lors d'une réunion. Je peux te donner d'autres références si tu veux. Comportement inapproprié. Cette information m'intéresse au plus haut point. Marc a des antécédents avec les femmes mariées. Émilie n'est probablement pas sa première conquête conjugale. 19h45. La porte d'entrée claque.
Émilie rentre, rayonnante, malgré sa prétendue journée chargée. Elle dépose un baiser machinal sur ma joue avant de filer vers la salle de bain. Routine habituelle. Douche pour effacer les traces de marque. Nouvelle tenue. Parfum personnel pour masquer l'odeur de l'adultère. Comment s'est passée ta journée? Je lance depuis mon bureau. Épuisante. Cette masterclass nous donne du fil à retordre. Mais on avance bien. Et Marc? Toujours aussi impliqué? Un silence. Puis, pourquoi tu me demandes toujours ça? Il fait son travail, c'est tout. Simple curiosité. Il a l'air de beaucoup t'apprécier. Cette fois, elle apparaît dans l'embrasure du bureau, sourcils froncés. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien de particulier, juste que vous semblez bien vous entendre, professionnellement parlant. Julien, tu es bizarre depuis quelques jours. Il y a quelque chose qui te tracasse? L'attaque? C'est la meilleure défense. Émilie tente de retourner la situation, de me faire passer pour le mari jaloux et paranoïaque. Technique classique des conjoints infidèles, culpabiliser la victime pour mieux dissimuler leur forfait. Moi, bizarre? Pas du tout. Je m'intéresse juste à ton travail, à tes collaborateurs. C'est interdit? Non, mais enfin tu n'as jamais montré autant de curiosité pour mes collègues avant. Peut-être parce qu'avant, tu ne parlais pas autant de l'un d'entre eux. Elle me fixe quelques secondes, comme si elle cherchait à déchiffrer mes véritables intentions. Puis elle hausse les épaules. Tu te fais des idées. Marc est un collaborateur comme les autres. Bien sûr, elle disparaît vers la cuisine. Je l'entends ouvrir le réfrigérateur, sortir les couverts, préparer le dîner, avec ses gestes mécaniques de l'épouse qui joue son rôle sans y croire. Mais dans sa voix, j'ai perçu quelque chose de nouveau. Une fêlure, un doute. Ma stratégie de déstabilisation commence à porter ses fruits. Émilie se demande si je soupçonne quelque chose, si ses mensonges sont aussi parfaits qu'elle le croit. Cette incertitude va la rendre imprudente. Et l'imprudence, dans ce genre de guerre psychologique, c'est souvent fatal. 22 heures. Émilie s'est endormie contre moi, sa tête posée sur mon épaule. Dans son sommeil, elle murmure des mots indistincts. J'aimerais pouvoir me convaincre qu'elle rêve de moi, mais son sourire secret me dit tout le contraire. Je me lève sans bruit et regagne mon bureau. Devant l'ordinateur, je finalise la dernière phase de ma soirée. La destruction méthodique de la réputation professionnelle de Marc Delacroix. 5 emails envoyés à mes contacts dans l'industrie. 3 recommandations négatives transmises à des prospects identifiés. Une rumeur lancée sur un forum professionnel concernant sa fiabilité douteuse. Demain, Marc va découvrir que plusieurs de ses pistes commerciales se sont mystérieusement évaporées. Et ce n'est que le commencement. Car j'ai trouvé sa véritable faille. Ses antécédents avec cette collègue de Claire Dubois m'ont donné une idée diabolique. Dans notre secteur, les rumeurs de harcèlement ou de comportement inapproprié peuvent anéantir une carrière en quelques semaines. Surtout quand elles sont habilement distillées par quelqu'un qui connaît parfaitement les codes et les réseaux de l'industrie. Marc veut ma femme, il va l'avoir. Né privé de revenus, expulsé de son appartement, sa réputation détruite, avec pour seul horizon les procédures judiciaires que je vais lui infliger. Émilie pourra alors choisir en toute connaissance de cause, rester avec son mari prospère et aimant, ou suivre son amant ruiné et socialement grillé. Je suis curieux de voir ce que vaut vraiment son grand amour face à la réalité économique. 23h30. Un dernier email avant de me coucher. Destinataire, l'ex-femme de Marc, dont j'ai trouvé les coordonnées via les réseaux sociaux. Madame, vous ne me connaissez pas, mais j'ai des informations concernant la situation financière de votre ex-époux qui pourraient vous intéresser dans le cadre du recouvrement de la pension alimentaire de votre fille. Dans 3 jours, Marc va recevoir une nouvelle mise en demeure. Cette fois-ci, pour 4 200 € de pension impayée, avec saisie sur salaire et blocage de ses comptes professionnels. Le piège se referme. Lundi matin, 7h15. Le réveil n'a pas encore sonné qu'Émilie bondit du lit avec une énergie inhabituelle. Elle se précipite vers son téléphone, le consulte avec cette avidité que je lui connais désormais par cœur. Puis son visage s'illumine d'un sourire que je ne lui ai plus vu depuis des mois. Du moins, pas pour moi. Bonne nouvelle? Ma question l'a fait sursauter. Elle pivote vers moi, tenant son téléphone contre sa poitrine
comme un secret précieux. Oh, juste, le client assurance qui valide enfin notre proposition. Ça fait des semaines qu'on attend leur retour. Mensonge. Je le lis dans ses yeux, dans cette micro-crispation de sa lèvre inférieure qu'elle a toujours eue quand elle ment depuis notre première rencontre. Marc vient de lui envoyer un message matinal. Probablement une déclaration d'amour, une photo compromettante ou les détails de leur prochaine rencontre. C'est formidable. Quel montant représente ce contrat ? 180 000 € sur l'année. Pas énorme, mais c'est un bon début. Elle improvise. Les chiffres sortent de sa bouche sans conviction, jetés au hasard pour donner une crédibilité à son mensonge. Ma femme, qui connaît par cœur chaque ligne de son business plan, qui peut réciter ses prévisions de chiffre d'affaires les yeux fermés, bafouille comme une débutante. L'amour rend idiot, même les femmes les plus brillantes. Dans la salle de bain, Émilie chantonne sous la douche, cette mélodie inconnue qu'elle fredonne depuis 2 semaines maintenant. Leur chanson, probablement. Cette bande sonore de leur romance parallèle qui pollue notre intimité conjugale. Mon téléphone vibre. SMS de Mora. Delacroix vient de recevoir une nouvelle mise en demeure. Huissier sur place depuis 8 heures. Photo en pièces jointes. L'image s'affiche. Marc devant son immeuble, en pyjama, tenant une enveloppe officielle, le visage décomposé. À côté de lui, un huissier en costume sombre explique probablement les modalités de saisie. Scène pathétique d'un homme qui découvre ce que coûte de s'attaquer au territoire du mauvais prédateur. 4 200 € de pension alimentaire réclamée par son ex-femme. Plus 900 € de frais de procédure. Le tout exigible sous 48 heures sous peine de saisie sur salaire et blocage de compte. Exactement ce que j'avais orchestré jeudi dernier en contactant son ex-épouse. La machine judiciaire s'emballe désormais d'elle-même. Chaque courrier recommandé génère de nouveaux frais. Chaque procédure enclenche la suivante. Marc s'enfonce dans des sables mouvants administratifs dont il ne sortira plus. 8h30. Émilie m'embrasse avant de partir, mais ses gestes trahissent une nervosité inhabituelle. Ses lèvres effleurent les miennes sans s'attarder. Ses mains tremblent imperceptiblement en ajustant son écharpe. « Tout va bien, ma chéro ?»« Oui. Juste cette présentation client qui me stresse un peu. Tu vas y arriver. Tu es la meilleure dans ton domaine. » Ces mots de réconfort, je les prononce machinalement, par habitude conjugale, par automatisme de mari attentionné. Mais ils sonnent creux dans ma bouche. Comment encourager une femme qui vous trahit ? Comment rassurer celle qui vous poignarde dans le dos tous les jours ? Dès qu'elle disparaît, je saisis mon téléphone. Premier appel de la journée. Maître Valmont. Julien, Patricia à l'appareil. J'ai étudié votre dossier. C'est du solide. Adultère avéré, mensonge répété, projet de départ avec détournement de fonds communs. Nous avons tous les éléments pour une procédure de divorce aux torts exclusifs de votre épouse. Quelles seraient les conséquences financières pour elle ? Perte de la prestation compensatoire, partage des biens défavorables, garde alternée pour les enfants s'il y en avait. En clair, elle partirait avec 30% de votre patrimoine commun au lieu des 50% habituels. Sans compter les dommages et intérêts que nous pourrions réclamer pour préjudice moral. 30% au lieu de 50%. Sur un patrimoine de 1,8 million d'euros. Cela représente 360 000 € de moins dans son escarcelle. De quoi refroidir considérablement ses ardeurs romantiques et les projets d'avenir qu'elle échafaude avec Marc. Et si elle tentait de vider les comptes avant la procédure ? Impossible. Dès que nous déposerons la requête, tous vos biens communs seront gelés par ordonnance du juge. Plus un centime ne pourra sortir sans accord des deux parties. Perfect. Émilie croit pouvoir financer sa nouvelle vie avec nos économies. Elle va découvrir que les divorces conflictuels transforment les conjoints volages en prisonniers financiers. Une dernière chose, Patricia. Combien de temps peut durer une telle procédure ? Entre 18 mois et 3 ans, selon le degré de conflit. Et croyez-moi, avec les éléments que vous possédez, votre épouse aura tout intérêt à négocier rapidement. 3 ans. 3 années pendant lesquelles Émilie restera juridiquement et financièrement liée à moi, incapable de refaire sa vie, de financer ses projets avec Marc, de concrétiser leurs grands projets d'amour. 3 années de guerre d'usure qui auront raison de la plus solide des passions adultérines. L'amour résiste rarement aux procédures judiciaires. 10h45. Direction, le bureau de mon comptable, Xavier Lemoine. Nous nous connaissons depuis mes débuts dans le marketing digital, et sa discrétion n'est plus à démontrer. Les fortunes se bâtissent dans l'ombre, mais elles se protègent dans le secret. Xavier,
J'ai besoin de restructurer mes avoirs, créer des sociétés écrans, optimiser la répartition de mes revenus, sécuriser mes liquidités. Problèmes conjugaux? Disons que je préfère anticiper certains désagréments. Il hoche la tête avec ce sourire complice des hommes d'affaires qui ont tout vu, tout vécu. Dans son métier, les divorces de la haute bourgeoisie font partie du quotidien professionnel. Je vais créer 3 SARL à votre nom. Une pour vos revenus de consultant, une pour vos placements immobiliers, une pour vos investissements financiers. Techniquement, vous n'aurez plus aucun bien personnel au nom de votre régime matrimonial. C'est légal? Parfaitement, tant que c'est fait avant toute procédure judiciaire. Nous sommes dans l'optimisation fiscale et patrimoniale, pas dans la dissimulation d'actifs. En 2 heures, mes 800 000 € de liquidité migrent vers des comptes professionnels inaccessibles à Émilie. Mes parts dans 3 sociétés immobilières passent sous le contrôle d'une holding dont je suis l'unique actionnaire. Mes revenus futurs seront versés dans des structures juridiques que le droit matrimonial ne peut atteindre. Émilie pensait partir avec la moitié de notre fortune. Elle découvrira bientôt qu'il n'y a plus rien à partager. Officiellement, nous ne possédons plus que notre résidence principale et quelques comptes courants au solde dérisoire. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et dans cette guerre-là, je viens de confisquer toutes les munitions. 14 heures. Déjeuner avec Antoine Rivière, directeur général d'une grande compagnie d'assurance auto. Client de longue date, ami de confiance, homme d'influence dans notre secteur. Nous nous retrouvons chez Laurent, ce restaurant discret du 8e où se trament les alliances et se négocient les contrats les plus sensibles. Antoine, j'ai besoin d'un service, confidentiel. Je t'écoute. Marc Delacroix, freelance dans la communication digitale. Il prospecte actuellement plusieurs compagnies d'assurance, dont la vôtre, il me semble. Effectivement, sa proposition nous intéresse d'ailleurs. Pourquoi cette question? Des échos inquiétants, problèmes de fiabilité, comportement inapproprié avec des clientes. Je ne voudrais pas que des confrères soient pris au piège. Antoine fronce les sourcils. Dans notre milieu, la réputation est sacrée. Une seule rumeur de harcèlement ou de manquement professionnel peut anéantir des années de construction de carrière. Tu as des éléments concrets? Rien d'officiel, tu comprends, mais plusieurs témoignages convergents. Des femmes qui ont été importunées, des clients qui ont dû reprendre des projets en urgence. Ce genre de choses. Merde, on était sur le point de signer avec lui. À ta place, je serais prudent. Votre image de marque n'a pas besoin de ce genre de polémique. Bien sûr, merci pour l'info, Julien. Je vais creuser un peu avant de prendre une décision. Creuser. Antoine va effectivement creuser, c'est-à-dire passer quelques coups de fil à ses confrères, vérifier les références, demander des avis à droite et à gauche. Et à chaque appel, il va distiller le doute, répandre la rumeur, alimenter la machine à broyer les réputations. D'ici une semaine, Marc Delacroix sera persona non grata dans tout le secteur de l'assurance auto. Ses prospects se volatiliseront, ses références seront questionnées, ses propositions commerciales jetées à la poubelle avant même d'être examinées. La beauté de cette stratégie, c'est qu'elle fonctionne de manière autonome. Chaque personne contactée va répéter l'information à ses propres contacts, créant un effet de contamination exponentielle. Dans notre petit milieu parisien où tout le monde se connaît, les rumeurs se propagent plus vite que les virus. 16h30. Retour au bureau. Ma secrétaire m'annonce 3 nouveaux prospects pour des campagnes de marketing digital, 2 demandes de devis pour des clients dans l'éducation en ligne et la signature définitive d'un contrat à 450 000 € avec un comparateur d'assurance auto. Ma vie professionnelle n'a jamais été aussi florissante. Pendant que je détruis méthodiquement Marc Delacroix, mes propres affaires prospèrent avec une régularité d'horloge suisse. Cette coïncidence n'en est pas une. L'énergie que je consacre à ma vengeance décuple ma motivation professionnelle. Rien ne stimule autant la réussite que la rage de vaincre. 17h15. Appel de Morin. Monsieur Moreau, du nouveau. Delacroix vient de recevoir un appel de la BNP. Ses comptes sont gelés par décision judiciaire. Plus aucun mouvement possible tant qu'il n'aura pas régularisé sa situation avec son ex-épouse. Il a réagi comment? Crise de nerfs. Il a cassé son téléphone contre le mur de son appartement. Puis il a appelé votre femme. Mon sang se glace. Marc a appelé Émilie. Dans sa détresse financière, c'est vers elle qu'il s'est tourné. Vers sa maîtresse riche et généreuse
qui peut le sauver de la noyade. Vous avez pu capter la conversation? En partie. Il lui demandait de l'aide. Pas clairement, mais on sentait la panique dans sa voix. Elle lui a donné rendez-vous ce soir 19h, même endroit que d'habitude. 19h, l'heure où Émilie m'a annoncé ce matin qu'elle rentrerait directement à la maison après sa dernière réunion. Nouveau mensonge, nouvelle trahison. Mais cette fois-ci, la situation a changé. Marc ne l'appelle plus pour des rendez-vous galants. Il m'en dit. Il demande un sauvetage financier. Et Émilie va probablement accepter. Parce que c'est ainsi que fonctionnent les femmes amoureuses. Elles croient pouvoir sauver leurs amants en perdition, racheter leurs fautes par des sacrifices financiers. Elle ignore encore qu'elle n'a plus un centime disponible pour alimenter ses élans charitables. 18h45. Je quitte le bureau plus tôt que prévu et me dirige vers le 11e arrondissement. Pas pour les espionner, Morin s'en charge parfaitement, mais pour être aux premières loges quand Émilie découvrira que nos comptes communs sont désormais inaccessibles. Car j'ai prévu le coup. Ce matin, avant de partir au bureau, j'ai modifié les codes d'accès de tous nos comptes bancaires. Officiellement pour raison de sécurité, suite à une tentative de piratage informatique. Émilie ne pourra plus effectuer aucun virement, aucun retrait, aucune opération, sans ma signature. 19h30. Mon téléphone sonne. Émilie. Julien, j'ai un problème avec ma carte bancaire. Elle est refusée partout. Tu n'aurais pas eu des soucis avec tes comptes? Sa voix tremble légèrement. Je l'imagine dans ce café discret où elle avait rendez-vous avec Marc, tentant désespérément de retirer de l'argent pour secourir son amant. Ah oui, j'ai effectivement changé tous nos codes ce matin. Tu as reçu un email suspect sur ton téléphone, probablement une tentative de phishing. Par sécurité, j'ai temporairement bloqué nos accès. Temporairement? Le temps que la banque vérifie qu'il n'y a pas eu d'intrusion. 2 ou 3 jours maximum. Mais j'ai besoin d'argent liquide, là, tout de suite. Pourquoi faire? Il t'est arrivé quelque chose? Un silence, puis « Non, rien de grave, juste une facture urgente à régler. » Combien? 5 000 €. 5 000 €, exactement le montant des dettes de Marc. Émilie veut ponctionner nos économies communes pour sauver son amant de la ruine. 5 000 €? Quelle facture peut être si urgente? C'est compliqué. Je t'expliquerai à la maison. Émilie, dis-moi la vérité. À quoi vont servir ces 5 000 €? Ma voix se durcit volontairement. Il faut qu'elle sente le piège se refermer, qu'elle comprenne que ces mensonges ne passent plus. C'est pour un collègue. Il a des difficultés temporaires et... Marc! Le prénom claque dans le combiné comme une gifle. Émilie se tait brusquement. À l'autre bout de la ligne, j'entends sa respiration saccadée. Les bruits de fond du café, peut-être même la voix de Marc qui s'impatiente. Comment tu sais que c'est Marc? Peu importe comment je le sais. La vraie question, c'est pourquoi ma femme veut-elle donner 5 000 € de notre argent commun à son collègue? Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi. Je suis tout ouïe. Nouveau silence. Plus long cette fois-ci. Émilie cherche ses mots, tente de construire un mensonge crédible, se débat dans ses contradictions. Marc a des problèmes avec son ex-femme, des questions de pension alimentaire. S'il ne règle pas rapidement, il va avoir des ennuis judiciaires. Et en quoi cela nous concerne-t-il? C'est un ami. On ne peut pas le laisser tomber. Un ami? Ma voix monte d'un ton. Dans la rue, les passants se retournent. Mais je m'en fiche. Émilie vient de franchir la ligne rouge. Elle assume publiquement sa relation avec Marc. Revendique le droit d'utiliser notre argent pour le sauver. Émilie, rentre à la maison. Immédiatement. Mais, immédiatement. Nous avons à parler. Je raccroche brutalement. Mes mains tremblent. Mon cœur s'emballe. La colère que je contenais depuis 2 semaines explose enfin. Plus question de jouer la comédie du mari aveugle. L'heure de la confrontation a sonné. 20h15. Émilie pousse la porte de notre appartement, le visage défait. Elle évite mon regard. Se dirige vers la cuisine, comme si de rien n'était. Mais ses gestes trahissent sa nervosité. Main tremblante, démarche hésitante, cette façon qu'elle a de se mordiller la lèvre quand elle se sent prise au piège. Alors, comment va Marc? Elle sursaute, manque de lâcher le verre qu'elle vient de saisir. Julien, il faut qu'on parle sérieusement. Je t'écoute. Ce que tu penses, ce n'est pas ça. Et qu'est-ce que je pense, selon toi? Émilie me fait face enfin. Ses yeux verts, que j'ai tant aimés, brillent de larmes contenues. Elle ressemble à une biche prise dans les phares d'une voiture, consciente du danger, mais incapable de fuir. Tu penses qu'il se passe quelque chose entre Marc et moi?
quelque chose de personnel. Il ne se passe rien? Non. Enfin, c'est compliqué. Compliqué comment? Marc éprouve des sentiments pour moi. Je m'en suis rendu compte récemment. Mais moi, toi, tu quoi? Ma voix est dangereusement calme. Cette sérénité apparente dissimule la tempête qui fait rage en moi. Émilie ne sait pas encore qu'elle vient de signer sa condamnation à mort conjugale. Je ne sais pas quoi faire. Il souffre, il a besoin d'aide. Et tu veux l'aider avec notre argent. Ce n'est qu'un prêt. Le remboursera dès que sa situation se sera améliorée. Sa situation ne s'améliorera pas, Émilie. Ma phrase tombe comme un couperet. Émilie fronce les sourcils, intriguée par mon ton péremptoire. Qu'est-ce que tu veux dire? Marc Delacroix ne retrouvera pas de travail. Plus jamais. Sa réputation est détruite dans tout Paris. Ses comptes sont gelés. Son appartement va être saisi. Et d'ici quelques semaines, il sera poursuivi pour harcèlement professionnel. Comment tu peux savoir tout ça? Je la fixe intensément, savourant cette fraction de seconde où elle commence à comprendre qu'elle s'est trompée d'adversaire. Parce que c'est moi qui ai organisé sa chute. Le verre qu'elle tenait s'écrase au sol dans un bruit cristallin. Émilie recule d'un pas, le visage livide. Tu plaisantes? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Non, je n'ai pas l'air de plaisanter. Mon visage est un masque de glace, mes yeux deux lames d'acier. 2 semaines, j'ai joué le rôle du mari aveugle et confiant. Ce soir, Émilie découvre qui je suis vraiment quand on s'attaque à ce qui m'appartient. Julien, tu me fais peur. Émilie reste figée au milieu de notre cuisine, entourée des débris de cristal qui scintillent à ses pieds comme autant de fragments de notre mariage brisé. Son visage a pris cette pâleur cadavérique des condamnés à mort qui comprennent soudain que l'échafaud n'était pas une plaisanterie. Tu es en train de me dire que tu as détruit la vie de Marc délibérément? Sa voix n'est plus qu'un souffle. Une plainte d'animal blessé qui comprend enfin la nature du piège dans lequel il s'est jeté. Délibérément, méthodiquement, implacablement. Je m'avance vers elle, lentement, savourant chaque pas qui réduit la distance entre le prédateur et sa proie. Émilie recule instinctivement, mais le plan de travail l'empêche de fuir plus loin. Sabotage de ses contrats, destruction de sa réputation, orchestration de ses problèmes judiciaires. Tout ce qui arrive à ton cher Marc, c'est mon œuvre, mon chef-d'œuvre, devrais-je dire. Tu es fou? Fou? Non, Émilie. Juste méthodique. Tu vois, contrairement à ton amant, moi je ne laisse rien au hasard. Quand j'investis dans quelque chose, un projet professionnel, un placement financier, un mariage, je protège mes investissements, coûte que coûte. Elle tente de contourner l'îlot central pour s'échapper vers le salaud. Mais je la devance, lui bloquant le passage. Nous voilà face à face, séparés seulement par ces quelques centimètres qui marquent la frontière entre l'amour et la haine. Laisse-moi passer. Pas encore, nous n'avons pas fini de parler. Je n'ai plus rien à te dire. Mais moi si. Je sors mon téléphone et lance l'enregistrement que Morin m'a transmis cet après-midi. La voix d'Émilie emplit notre cuisine, claire et distincte. Je ne peux plus continuer comme ça indéfiniment. Mentir à Julien tous les jours. Vivre cette double vie. C'est épuisant. Puis celle de Marc. Tu veux qu'on arrête? Et enfin, le coup de grâce. Non, ce n'est pas ça. Mais il va falloir qu'on prenne une décision. Qu'on choisisse. Émilie devient livide. Ses jambes vacillent. Elle doit s'appuyer contre le réfrigérateur pour ne pas s'effondrer. Comment as-tu eu ça? Détective privé, microdirectionnel, filature, photographie. J'ai tout, Émilie. Absolument tout. Je fais défiler les photos sur l'écran de mon téléphone. Émilie et Marc sortant du loft. Leur baiser en terrasse. Elle assise sur ses genoux. Ces images qui m'ont déchiré le cœur la première fois, je les regarde maintenant avec un détachement glacial. 2 semaines de surveillance, 14 jours à documenter tes mensonges, tes trahisons, tes projets d'avenir avec cet homme. Tu pensais vraiment que j'allais rester les bras croisés pendant que tu organisais ma destruction? Julien, écoute-moi.